Monsieur Dama, bonsoir. Merci de rester fidèle à Bonferré Télévision. Bienvenue dans ce plateau pour cette nouvelle édition d'information. L'avocat des 33 princes héritiers de l'élection du sultanat de Kassina Maradi a animé ce matin un point de presse relatif à certains manquements constatés dans le processus. Le résumé de Suleiman Ousmane et Ablaziz Jibrilla. 24 heures après la convocation du collège électoral pour l'élection du nouveau sultan de Kassina Maradi, Ould Salim Mustafa Saïd, avocat de 33 princes héritiers de Maradi candidat, revient à la charge pour expliquer à l'opinion publique le flou et les inquiétudes qui caractérisent le processus. Pour le 30 septembre, nous avions vu un arrêté du ministre de l'Intérieur qui fixe la liste des candidats autorisés à être candidat à l'élection du sultan de Kassina Maradi. Mais qu'il y a les 33 candidats ont des doutes sur cette liste par rapport à la qualité de certains héritiers. Et pour cela, nous avons saisi ce matin le ministre de l'Intérieur d'un recours gracieux pour lui demander de bien vouloir rétracter cet arrêté. Où est-ce que le doute a commencé? Vous allez remarquer en 2005, quand il y a eu l'élection du sultan de Maradi en 2005, dans l'arrêté de 2005, chaque candidat, son nom est suivi du nom de son grand-père. Ça permet à tous les candidats de se situer, de savoir effectivement que vous avez un lien de sang avec la chefferie. Les princes héritiers sont les premiers gardiens de la chefferie. Nous devons être prudents. On ne peut pas aller comme ça au risque de laisser glisser peut-être des gens qui n'ont aucun lien avec la chefferie traditionnelle. L'avocat des 33 princes héritiers candidats par cette sortie médiatique demande au gouverneur de Maradi de surseoir à sa décision de convocation du collège électoral. Dès ce soir, nous allons encore saisir le gouverneur de Maradi pour lui demander de rétracter cet arrêté, pour lui demander de suspendre l'exécution de cet arrêté. Parce qu'en attendant que notre recours puisse aboutir devant le ministère de l'Intérieur, en attendant que notre procédure judiciaire contre un des membres du collège électoral, et d'ailleurs même dans l'arrêté du gouverneur du 18 octobre et d'avant-hier, vous allez voir, on dit le collège électoral est convoqué. On ne précise même pas qui sont membres du collège électoral. Donc nous demandons au gouverneur de bien vouloir peut-être prendre un arrêté pour au moins nous dire qui seront les membres du collège électoral. Parce que nous, ce que nous craignons, nous allons nous retrouver dans le collège électoral avec quelqu'un qui, déjà, nous sommes contre lui devant les juridictions compétentes. La bataille électorale pour la conquête du sultanat de Kassina à Maradi après la disparition du sultan Ali Zaki sera à coup sûr très rude, avec en lice un total de 59 candidats, une première dans l'histoire de l'élection des sultanats au Niger. En attendant, une rencontre est prévue ce soir même entre les princes héritiers candidats et le gouverneur de Maradi. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey des assises de la deuxième session ordinaire du groupe multipartite de concertation au titre de l'année 2022 du DNIT Niger. Les participants sont invités à faire des propositions et réflexions pertinentes pour le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles. Le point avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. Examen et validation du rapport de cadrage 2020. C'est l'exercice de la deuxième session ordinaire du groupe multipartite de concertation au titre de l'année 2022 du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives DNIT Niger. Les participants vont échanger et débattre en vue de faire ressortir les points forts et faibles pour favoriser le maintien de niveau élevé de transparence et de redevabilité dans la vie publique. Les suggestions, remarques et demandes d'explication que vous allez formuler lui seront transmis par le soin du secrétariat exécutif et son représentant ici présent. Donc je compte sur vous pour que, au moment de la validation du rapport pays, pour vérifier que vos observations
ont été prises en compte. Ces retrouvailles, selon Lawali Cheibou, permettront d'éclairer le débat public sur la gouvernance des ressources naturelles. Il a exhorté les participants à plus de réflexion pertinente pour enregistrer une note honorable. La présente session sera l'occasion pour examiner et valider le rapport de cadrage. Par ailleurs, vous mettrez à profit cette session pour convenir du seuil de matérialité et des flux à retenir dans le périmètre de conciliation. Des résultats et des recommandations sont attendus à la fin des travaux. DNIT et Niger vise à renforcer la gouvernance en améliorant la transparence dans le secteur des industries extractives. Le gouvernement a décidé de retirer le contrat d'affermage à la société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, détenu à 51% par les Français Veolia. En mars dernier, lors des négociations pour le renouvellement du contrat, le ministre de l'Hydraulique a évoqué la non-atteinte des objectifs. Détail avec Balima Brema. En 2011, notre pays avait opté et mis en œuvre la privatisation du secteur de l'eau, notamment la Société nationale des eaux du Niger. Cela avait donné lieu à la création de deux entités. Il s'agit de la Société des patrimoines des eaux du Niger sous le contrôle de l'État et de la Société d'exploitation des eaux du Niger soumis à l'affermage ouvert aux actionnaires privés nationaux et internationaux. Cet affermage-là. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes encore à la fin de la deuxième période. Hier, 19 octobre 2022, les travaux du Forum national de capitalisation des initiatives, approches et engagements communautaires se poursuivent. Pour cette deuxième journée, les participants ont eu droit à 5 panels en lieu avec l'objectif du forum. Compte rendu, Boubacar Amadou. Les participants à cet atelier régional sur l'adoption du cadre commun d'orientation curriculaire pour la professionnalisation des enseignants affirment que la présente rencontre reflète leur vision et discussion dont le principal résultat est la déclaration dite de Niamey. Réaffirmons notre attachement à la vision du cadre d'action éducation 2030, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique CESA 2016-2025, en nous inscrivant dans une logique de promotion des cadres régionaux de qualification afin de faciliter la création de multiples voies d'acquisition de compétences ainsi que l'intégration régionale et la mobilité des diplômés. Nous engageons à élaborer les cadres curriculaires nationaux constitués de référentiels de métiers, de référentiels de compétences, de référentiels de formation et de référentiels d'évaluation adaptés à nos pays et alignés dans la mesure du possible avec les principales orientations du cadre commun curriculaire. L'Union européenne qui assure le financement du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel et l'UNESCO qui le met en œuvre dans les 5 pays bénéficiaires affirment leur soutien et engagement aux côtés des États dans leur politique éducative. Nous avons d'excellents plans, d'excellentes stratégies, d'excellents documents de développement, mais nous pêchons par la mise en œuvre. Je voudrais donc, pour faire justice au travail que vous avez finalisé au cours de ces 4 derniers jours, rendre justice à ce travail en faisant en sorte que vous puissiez le mettre en œuvre. On est tous convaincus du fait que pour un développement économique et social, c'est nécessaire une éducation, un système éducatif
d'une certaine envergure et d'une certaine importance. L'Union européenne, et en particulier la délégation de l'Union européenne au Niger, soutient et continuera à soutenir les gouvernements du Niger dans la refonte de son système éducatif. Les objectifs que nous nous sommes fixés pour cet atelier ont été largement atteints. Je crois que nous pouvons nous réjouir de la qualité des échanges qu'il y a eu. Nous avons vu des contributions très riches et je voudrais en profiter pour féliciter et remercier tous les participants pour vos disponibilités et surtout les riches échanges que nous avons eus. Le ministre de l'Éducation nationale a félicité les participants pour la qualité des recommandations formulées et l'élaboration des feuilles de route pays pour accompagner la mise en œuvre de ce document selon les spécificités de chaque État. Ces résultats probants auxquels vous êtes parvenus témoignent de tout le sérieux qui a caractérisé les travaux. L'exercice auquel vous êtes soumis vous a sans nul doute permis de vous approprier les tenants et aboutissants de ce référentiel consensuel qui sera désormais la ligne directrice pour la professionnalisation des enseignants dans la région du Sahel. Les participants ont réaffirmé leur engagement à veiller à l'élaboration de cadres nationaux curriculaires qui font la promotion d'une meilleure gouvernance en vue d'accroître la qualification et la motivation des enseignants dans la région du Sahel et la mise en place des instances de pilotage et de suivi-évaluation de la feuille de route approuvée. Je le disais tout à l'heure, le gouvernement a décidé de retirer le contrat d'affermage à la société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, détenue à 51% par les Français Veolia. En mars dernier, lors des négociations pour le renouvellement du contrat, le ministre de l'Hydraulique a évoqué la non-atteinte des objectifs. Balma Brema pour plus de détails. À partir de janvier prochain, l'eau potable ne sera plus distribuée par la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, du moins dans sa forme actuelle. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Hydraulique, a décidé de retirer le contrat à la SEN détenu à 51% par la société française Veolia. Dans une lettre adressée au directeur général de la SEN, le ministre de l'Hydraulique a notifié la décision de ne plus renouveler le contrat d'affermage qui arrive à expiration le 31 décembre 2021. Nous avons eu l'occasion d'évoquer avec vous la possibilité et les conditions d'un éventuel renouvellement de ce contrat conclu initialement pour 10 ans et déjà renouvelé et prorogé pour une durée de près de 20 ans. Néanmoins, après analyse du cadre législatif et réglementaire applicable, nous avons l'honneur de vous notifier la décision de l'État de ne plus renouveler le contrat d'affermage. Ces discussions, les deux parties l'ont eu en mars dernier lorsque le directeur Afrique de Veolia est venu à Niamey pour échanger sur un éventuel renouvellement du contrat. Ce jour-là, Adamou Mohamed, le ministre de l'Hydraulique, a rappelé certaines attentes du gouvernement nigérien. Comment faire en sorte que les problèmes qui sont réglables dans cette période-là, très rapidement, avec notre société de patrimoine et la SEN, apporte sa contribution pour régler ça. Puisqu'il n'est pas normal que nous continuions dans ces difficultés avec des petits problèmes que nous pouvons régler. Le programme du président prévoit 460 000 branchements particuliers sur 5 ans. Je rappelle qu'en tournant vers le DG et mes collaborateurs, en 20 ans, si je ne me trompe pas, on a réalisé à peine 300 000. Cette décision du gouvernement a-t-il un goût politique? L'ancien ministre sous le premier mandat de la Renaissance, Omar Hamidou Tchana, y croit. Actionnaire dans la société depuis sa création avec d'autres privés nigériens, l'opposition estime dans un tweet que c'est sa personne qui est visée. Vrai ou faux, toujours est-il que depuis la publication de cette lettre, les internautes proches du pouvoir se délectent à travers des publications. Qui aura la lourde tâche de gérer la fourniture en eau potable de la ville de Niamey et des autres centres urbains et ruraux? La question reste posée en attendant la décision finale du gouvernement qui détient 5% du capital de la SEN contre 51% pour Veolia, 10% pour les salariés et 34% pour les actionnaires privés de Omar Hamidou Tchana. Fin cet après-midi à l'hôtel Bravia du Niamey de l'atelier régional d'adaptation d'un cadre commun d'orientation
curriculaire pour la professionnalisation des enseignants de la région du Sahel. 4 jours durant, les participants venus du Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad ont échangé autour des points forts de mise en œuvre de cet idéal commun avant de publier une déclaration dite de Niamey. Abdelaziz Mamadou et Rabi Labo pour plus de détails. Les participants à cet atelier régional sur l'adoption du cadre commun d'orientation curriculaire pour la professionnalisation des enseignants affirment que la présente rencontre reflète leur vision et discussion dont le principal résultat est la déclaration dite de Niamey. Réaffirmons notre attachement à la vision du cadre d'action éducation 2030, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique CESA 2016-2025, en nous inscrivant dans une logique de promotion des cadres régionaux de qualification afin de faciliter la création de multiples voies d'acquisition de compétences ainsi que l'intégration régionale et la mobilité des diplômés. Nous engageons à élaborer les cadres curriculaires nationaux constitués de référentiels de métiers, de référentiels de compétences, de référentiels de formation et de référentiels d'évaluation adaptés à nos pays et alignés dans la mesure du possible avec les principales orientations du cadre commun curriculaire. L'Union européenne qui assure le financement du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel et l'UNESCO qui le met en œuvre dans les 5 pays bénéficiaires affirment leur soutien et engagement aux côtés des États dans leur politique éducative. Nous avons d'excellents plans, d'excellentes stratégies, d'excellents documents de développement, mais nous pêchons par la mise en œuvre. Je voudrais donc, pour faire justice au travail que vous avez finalisé au cours de ces 4 derniers jours, rendre justice à ce travail en faisant en sorte que vous puissiez le mettre en œuvre. On est tous convaincus du fait que pour un développement économique et social, c'est nécessaire une éducation, un système éducatif d'une certaine envergure et d'une certaine importance. L'Union européenne, et en particulier la délégation de l'Union européenne au Niger, soutient et continuera à soutenir les gouvernements du Niger dans la refonte de son système éducatif. Les objectifs que nous nous sommes fixés pour cet atelier ont été largement atteints. Je crois que nous pouvons nous réjouir de la qualité des échanges qu'il y a eu. Nous avons vu des contributions très riches et je voudrais en profiter pour féliciter et remercier tous les participants pour vos disponibilités et surtout les riches échanges que nous avons eus. Le ministre de l'Éducation nationale a félicité les participants pour la qualité des recommandations formulées et l'élaboration des feuilles de route pays pour accompagner la mise en œuvre de ce document selon les spécificités de chaque État. Ces résultats probants auxquels vous êtes parvenus témoignent de tout le sérieux qui a caractérisé les travaux. L'exercice auquel vous êtes soumis vous a sans nul doute permis de vous approprier les tenants et aboutissants de ces référentiels consensuels qui sera désormais la ligne directrice pour la professionnalisation des enseignants dans la région du Sahel. Les participants ont réaffirmé leur engagement à veiller à l'élaboration de cadres nationaux curriculaires qui font la promotion d'une meilleure gouvernance en vue d'accroître la qualification et la motivation des enseignants dans la région du Sahel et la mise en place des instances de pilotage et de suivi-évaluation de la feuille de route approuvée. La direction sectorielle des hydrocarbures de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a débuté mardi dernier une mission terrain au niveau des centres d'impulsion du gaz domestique de la ville de Niamey. Objectif, constater l'effectivité de l'application de la réglementation en vigueur en matière de commercialisation du gaz au Niger. Boubacar Amadou et Mamadou Jouri pour plus de détails. Après plusieurs réunions et rencontres de sensibilisation des responsables des centres d'impulsion du gaz domestique sur le respect de la réglementation du prix, le contenu de la bouteille de gaz et les mesures sécuritaires du personnel et de l'environnement, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARC,
à travers la direction sectorielle des hydrocarbures, a organisé une mission terrain pour constater l'effectivité du respect de la réglementation en vigueur en matière d'exploitation du gaz domestique. Pour cette première journée, 5 unités d'impulsion de gaz ont été visitées. Après un examen minutieux et transparent, effectué en présence des différents promoteurs, 3 ont été fermés et 2 écopent d'une mise en demeure et d'une amende pour non-respect de la réglementation en vigueur. On a eu à fermer aussi Ganigaz pour non-conformité à la réglementation. Il en est de même pour Oriba. On a fait la même procédure au niveau de Oriba. Ils sont dans la même norme que Ganigaz. Ils ont écopé d'une amende et aussi de la non-conformité. Nous sommes allés aussi à Éléphant. Éléphant, au-delà même de tout ce qu'on reproche aux autres, sont aussi en train de procéder au remplissage d'autres bouteilles, qui est une autre non-conformité qu'on a relevée, quoique ce n'est pas dans nos objectifs. Donc eux aussi, ils ont écopé de l'amende et de la non-conformité, fermé pour non-conformité. Nous sommes allés après sur Niger Gaz. Ils vendent aussi à 3750. Mais s'il vous arrive de vous rendre sur un centre amplisseur pour acheter votre gaz, donnez 3500 les 12,5 kg et 1500 les 6 kg. Malheureusement, ils ne sont pas dans la normalité et aussi ils ont écopé de l'amende de non-respect. Il en est de même pour AHK aussi. Il a un dépôt devant son site et là aussi les prix sont clairement affichés, des prix qui ne sont pas conformes. Et là aussi, il a écopé aussi de l'amende. Cette mission fait suite à plusieurs plaintes enregistrées par ARCE provenant des consommateurs. Chaque fois, c'est des plaintes ici au niveau de ARCE. Chaque fois, ARCE est interpellé par rapport à ce non-respect des prix. La dernière fois, il y avait eu une réunion en marge de la maintenance de la SORAS, une réunion au niveau du commerce, qui a encore rappelé ce non-respect des prix et des mesures à prendre. Dès lors, quand bien même nous, déjà au niveau de ARCE, nous avons déjà programmé cette réunion, cette mission. Et c'est aujourd'hui que nous avons voulu sortir pour faire cette mission, cette sortie inopinée. Et nous avons commencé par les centres amplisseurs. Dans cette mission, l'ARCE est accompagné par une équipe de techniciens de l'Agence nigérienne pour la normalisation, la métrologie et la certification, avec un matériel de haute technologie afin de permettre à l'ARCE d'être à la hauteur de cette mission en toute transparence. L'ANMC, Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de la certification, a été créée pour veiller uniquement sur les mesures. La métrologie, c'est pour veiller sur les mesures, pour protéger les consommateurs. L'ANMC ne donne pas aux fournisseurs de donner trop. L'ANMC ne demande pas aux fournisseurs de donner moins. Je donne juste la valeur exacte. Vous venez prendre un 12 kg, on vous donne un 12 kg. Vous venez prendre un 6 kg, on vous donne un 6 kg. On ne demande pas trop, on ne demande pas moins. Conformément à la loi 2020-060 du 29 novembre 2020 modifiant et complétant la loi 2015/98 du 2 décembre 2015 portant création, mission, organisation et fonctionnement, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARCE, a pour mission de veiller au respect strict de la réglementation en vigueur en matière d'exploitation et de commercialisation du gaz domestique. Pour être à la hauteur de cette mission, la population doit apporter sa contribution à l'institution en dénonçant tout manquement constaté au niveau des prix et du contenu de la bouteille du gaz domestique. La une des journaux de tous les jeudis, c'est avec Mustapha Abdraman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir, Sharifatou Parezo est ravi de te retrouver dans cette chronique qui passe en revue les gros titres des journaux de la presse écrite nigérienne. Cette semaine, c'est les procès des personnalités politiques détenues depuis mars 2021 à la suite des violences
post-électorale qui fait la une. Oui, et à ce sujet, regardez cette une, c'est celle du journal Le Canard en Furie numéro 299 du 17 octobre 2022 qui a plaqué en grand les photos de Issoufou Mahamadou et celles de Bazoum Mohamed pour insigner le régime de la Renaissance en dessous, le marteau et le petit maillet feu de bois du juge en bas, les photos des 4 principales personnalités politiques impliquées dans cette affaire. Il s'agit de Amma Amadou, Tahirou Garba et le général à la retraite Tchanga. Tous les 3 sont membres de la même formation politique, le Modern Falumana Africa. Avec ce titre principal, en gros, une interrogation, Renaissance, acte 3, prisonnier politique, un héritage encombrant pour Bazoum. Et c'est le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi qui nous donne les détails de ce procès qui s'ouvrira dans quelques jours sous le titre Ouverture des assises au tribunal de grande instance de Niamey, violence post-électorale. L'heure de vérité pour Tchanga, Seydou Tahirou et Jibril Baré. Oui, Sharifatou Parezo, parmi les 31 affaires inscrites au rôle de la 5e session de la Chambre criminelle au titre de l'année 2022, une seule retient véritablement l'attention du public. Elle concerne Jibril Baré Mainasara, Moumouni Bourema Dichanga et Seydou Tahirou Mayaki, écrit le journal L'Enquêteur de cette semaine. Pour rappel, ces 3 personnalités politiques ont été arrêtées dans le sillage des violences post-électorales de février 2021. Le doyen des juges d'instruction près du tribunal de grande instance de Niamey a procédé à une disjonction de la procédure engagée contre ces 3 personnalités. Autrement dit, chacun de ces prévenus est ciblé par un ou plusieurs chefs d'inculpation, production de données de nature à troubler l'ordre public, propagande à caractère régionaliste, racial ou religieux, complot contre l'autorité de l'État, complicité de vol à réunion avec port d'armes par effraction, complicité d'incendie volontaire, de maisons d'habitation, complicité d'attroupement armé, complicité de meurtre, complicité de coups et blessures volontaires, de rébellion et violence envers les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, complicité de dégradation de biens publics et privés et de véhicules, association de malfaiteurs. Autant dire que l'audience programmée pour ce 28 octobre 2022 a de quoi alimenter toutes sortes de supputations, rappelant les propos du président de la République Bazoum Mohamed dans les colonnes de Jeune Afrique en octobre 2021. Je presse le ministre de la Justice d'accélérer le cours de celle-ci afin que les 90 personnes toujours détenues dans le cadre de troubles électoraux soient jugées le plus rapidement possible. Le confrère estime que le moment est venu de joindre l'acte à la parole. Les 3 prévenus en instance de jugement doivent-ils craindre la main lourde de la justice? C'est la question sur toutes les lèvres. Il est évident que ce procès intervient à un moment où le régime en place s'est inscrit dans une logique de détente politique. Le Conseil national de dialogue politique CNDP multiplie les réunions avec la participation effective de l'opposition, ce qui n'est pas arrivé depuis au moins 5 ans. Il flotte un air de décrispation, en atteste l'installation ce 14 octobre du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret portant création du CNDP et de son règlement intérieur. Alors doit-on s'attendre à la libération de ceux que d'aucuns qualifient de prisonniers politiques? L'espoir est permis, conclut le confrère. La révision du cadre légal du CNDP, installation d'un comité ad hoc. C'est le titre qui barre la une du journal La Nation de cette semaine. Le journal La Nation, le quotidien de cette semaine, a écrit à propos du CNDP que c'est le vendredi 14 octobre dernier que le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Oumoudou Mahamadou, a présidé la réunion d'installation officielle du comité ad hoc chargé de mettre en œuvre la décision prise par la classe politique nigérienne qui est résolu à aller vers une union sacrée afin de permettre au pays de faire face aux multiples défis, notamment celui de l'insécurité. Le président du CNDP s'est réjoui de la présence effective des représentants de la majorité et de l'opposition, ainsi que celle des grands témoins, notamment les leaders traditionnels et religieux.
Le président du CNDP a rappelé qu'en 2019, le décret et le règlement intérieur ont déjà fait l'objet d'une réflexion dans le cadre d'un comité technique tripartite similaire. Malheureusement, les résultats des travaux du comité ont été négativement impactés par la suspension de la participation d'une de ses composantes. Le président de la République, Bazoum Mohamed, fait du dialogue un élément déterminant pour une gouvernance vertueuse. Pour le Premier ministre, les partis politiques ont le devoir d'accompagner cette forte volonté du président de la République et du gouvernement. Les membres du comité ad hoc ont été invités pour leur part à examiner librement ces deux textes avec la plus grande attention en ayant constamment à l'esprit l'intérêt supérieur du Niger. Et sur le même sujet, le journal Le Potentiel numéro 56 du 19 octobre 2022 a titré « Révision des textes au CNDP, sérénité retrouvée ». Le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine, lui s'est intéressé à la gestion du pouvoir d'État de Taraya. Le confrère s'exclame: le seuil d'alerte de la paralysie est franchi. À l'occasion de la session extraordinaire du secrétariat général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, tenue ce lundi 17 octobre 2022 au Palais de la Culture Abidjan-Treichville, l'ancien président Laurent Gbagbo a dispensé une belle leçon de démocratie, très riche en enseignements qui doit normalement faire mériter de nombreux chefs d'État subsahariens, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. La prison n'est pas une réponse politique à un problème politique posé, a déclaré Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui a été débarqué du pouvoir par la force avec le concours de la France au profit de son homologue Alassane Dramane Ouattara. Enfin, orateur politique, l'ancien président ivoirien n'a manqué de faire des allusions se rapportant à des régimes dits démocratiques de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs qui excellent dans le refus catégorique de la contradiction et briment leurs opposants pour cela. S'il n'a pas explicitement indexé notre pays parmi les exemples qu'il a cités, se limitant uniquement au cas du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, où le refus de la contradiction a finalement débouché sur l'intrusion de l'armée dans l'arène politique, il n'en demeure pas moins vrai, cet état d'esprit prévaut aussi chez nous depuis l'avènement du PNDS Taraya au pouvoir en 2021. Et tout le temps qu'ils étaient dans l'opposition, les camarades Rose avaient dissimulé leur vrai visage hideux aux Nigériens pour leur refléter celui de démocrates profondément imbus des règles et principes du système politique. Ils défendaient bec et ongle en tout temps et en tout lieu le respect des libertés collectives et individuelles, le débat d'idées contradictoires, arborant l'injustice sous toutes ses formes et d'où qu'elle provienne, prônait la lutte contre le détournement public, la corruption et l'impunité, etc. Bref, ils se faisaient passer pour des chantres de la bonne gouvernance démocratique. Depuis 2011 qu'ils ont finalement pu accéder au pouvoir, ils ont fait de toutes ces pratiques néfastes qu'ils dénonçaient des valeurs, leur principale boussole de gestion de l'État. L'opposition politique n'est plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui, la frange de la société civile encore un peu éveillée qui tente de briser le silence et entraver dans ses initiatives. La guerre de leadership du mouvement M62, décryptée par l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo sous les titres Clash au M62. Les raisons de la discorde au M62. Au M62, la lune de miel entre les principales structures composantes, ce mouvement n'a duré que 2 mois ou presque, s'exclame le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Le jeudi 13 octobre 2022, rappelle le confrère, le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du M62, Mamadou Gamatié, appuyé par les représentants de certaines structures de la société civile, a rendu publique une déclaration au nom du mouvement pour rappeler l'interdiction des manifestations prévues se tenir le samedi 8 octobre à Tillabéri et dimanche 9 octobre à Niamey et à Dosso. 24 heures après cette déclaration, le coordonnateur du M62, Abdoulaye Seydou, appuyé de certains membres du dit mouvement, a animé à son tour un autre point de presse, sortie médiatique durant laquelle il a fait la genèse du processus de création du M62, un processus de naissance du mouvement qui tire sa source des tristes événements du 27 novembre 2022 à Terra, accéléré par l'augmentation du prix du gasoil
gasoil à la pompe par le gouvernement. Il apparaît, selon le confrère, que la réussite de la marche du 18 septembre dernier reste le point de discorde entre les deux acteurs qui se revendiquent tous du M62. Mais selon le journal Niger Inter Hebdo, certains acteurs du M62 sont mus par un agenda politique. Deux partis politiques de l'opposition sont derrière cette tentative de récupération de ce mouvement pour des fins subversives. Cette crise du M62 a pour mérite de révéler les noms des bailleurs de fonds au sein du Gotha politique nigérien, le contrôle de ce mouvement par des forces occultes à dessein putschiste. Le quotidien Le Matinal dresse dans sa parution de mardi dernier une analyse sur la crise de l'impérialisme dans la région du Sahel. Oui, Sharifatou Parezo, en moins de 2 ans, la région ouest africaine est en train de devenir une zone d'influence de la Russie aux grandes dames des Occidentaux, écrit dans son analyse le journal quotidien Le Matinal. La jeunesse africaine, très séduite par les offensives de la Russie en Syrie et tout récemment avec l'invasion de l'Ukraine, voit désormais en Poutine comme le messie tant attendu pour libérer le monde du joug de l'impérialisme occidental. Un tel enthousiasme est très loin de s'estomper. De Bamako à Ouagadougou, en passant par Niamey, des jeunes survoltés se présentent en porte-parole de Moscou et lieutenant de Poutine auprès des populations de la région. Même à Niamey, la désormais base arrière des armées européennes, les drapeaux de la Russie ont flotté lors de l'unique manifestation organisée à l'espace de 4 ans. Si au Mali et au Burkina Faso, les autorités n'ont rien fait pour empêcher aux lieutenants de Poutine de bien peaufiner leur stratégie, au Niger, les autorités pensent à comment contrecarrer la constitution de la soldatesque pro-russe. En effet, pour faire le contrepoids à une forte opinion en construction et favorable à la Russie, le Niger essaie de prendre une avance sur les autres alliés de la France. Ça recrute dans les rangs de la jeunesse et des activistes des réseaux sociaux, à l'exemple d'un mouvement dénommé Jeunes Engagés pour le Niger, créé par un groupe de personnes totalement méconnues du grand public, qui a d'ailleurs publié une déclaration de presse largement relayée sur les réseaux sociaux, déclaration dans laquelle le jeune a pris position contre la Russie, un travail qui coïncide avec une première sortie médiatique du tout nouvel ambassadeur de la France au Niger, M. Sylvain Ité. Pas sûr vraiment que ce type d'initiative puisse servir à contrecarrer la marée humaine qui appelle de tout son vœu à l'avènement d'un nouvel ordre politique en faveur de la sous-région au sein duquel Poutine est présenté comme le sauveur. Une situation qui trouve son explication, selon le confrère, dans la mauvaise gouvernance et le mal-vivre généralisé. En effet, dans chacun de ces États, les populations luttent au quotidien contre les inégalités sociales, l'injustice extrême, la pauvreté, la corruption, le mépris des dirigeants, la crise de migration, les maladies, etc. Les dirigeants passent le clair de leur temps à demander de l'aide à l'extérieur face aux besoins essentiels de leur peuple. Pourtant, ces pays regorgent dans leur sous-sol d'immenses richesses et divers atouts pour se développer convenablement. Ironie du sort, ces mêmes dirigeants font le bonheur de leurs amis occidentaux en entretenant avec eux des partenariats stratégiques en vue de l'exploitation des énormes richesses minières et pétrolières. Nonobstant cela, le peuple africain végète dans la misère, un paradoxe que les panafricanistes lient au seul lien de coopération entre les États de la sous-région avec la France, une situation qu'ils comptent inverser avec le concours de la Russie. C'est la fin de cette revue de la presse. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Merci de votre fidélité.